Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre premier invité est noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Le rappeur insoumis Kerry James aime à se définir par cet alexandrin. C'est un alexandrin. À la veille d'un Olympia en éruption vésuvienne et en pleine tournée théâtrale, il se pose sur Arte. L'actualité est politique. Nous débattrons du phénomène de l'abstention, dramatiquement élevé à 41 jours du premier tour. Selon les sondeurs et les chercheurs, jusqu'à présent, sous la Ve République, ce scrutin réussissait à mobiliser environ 80% des électeurs. Alors, quelles sont les causes de l'abstention? Les abstentionnistes détiennent-ils la clé du scrutin? Nous en parlerons. Et dans la troisième partie de l'émission, messieurs Mauduit et De Quiver évoqueront le bourgeois gentilhomme, pas monsieur Fillon, mais monsieur Jourdain, le molièresque monsieur Jourdain, et une exposition post-fiction. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Vous avez trouvé votre maître en la personne du rappeur Kerry James, car Claude vocalise en général régulièrement. Bonsoir Kerry James. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Vous avez sorti, mais ça il y a plusieurs mois déjà, cet album Mohamed Alix, qui reprend votre prénom. Pourquoi Mohamed Ali? Pourquoi vous et vous, un culte à Mohamed Ali? À cause de son engagement contre le Vietnam, à cause de ses positions antimilitaristes, à cause de quoi? Alors premièrement, ma mère m'a appelé Alix, ouais. Et après Mohamed Alix parce que c'est un homme qui, avant d'être un boxeur, est un homme qui a marqué l'histoire et qui a su dire non à la guerre du Vietnam, et c'est avant tout pour ça que je lui rends hommage à travers ce titre. Et il a chanté aussi. Ouais, dans les années 60. Je viens de l'apprendre. Oui. On vous offrira son unique album. Bon, on revient à votre carrière. Vous, votre carrière sur les planches, et pas seulement à l'Olympia, et en tournée. Mais d'abord, votre portrait, Kerry James, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. C'est votre empreinte digitale. Regardez. En tapant Kerry James sur Internet, on découvre que vous vous appelez en réalité Alix Mathurin. Vous êtes né il y a 39 ans, ici, aux Abîmes, en Guadeloupe, dans une famille haïtienne. À l'âge de 7 ans, vos parents vous envoient avec votre sœur en pension en métropole. Puis votre mère vous rejoint à Orly, dans le Val-de-Marne. En banlieue, vous découvrez un nouveau style musical, le hip-hop. Repéré par MC Solar, à 13 ans, avec 3 copains, vous créez le groupe Mafia Quinfri qui deviendra Idéal Junior. Ensemble, vous vous frottez à la scène. À la fin des années 90, suite à l'assassinat d'un ami d'enfance, vous stoppez votre carrière et vous convertissez à l'islam. Finalement, l'étude des textes et de la religion vous ramène vers la musique. Premier album solo, Si c'était à refaire, le rap de la rue laisse place au rap conscient, le pouvoir des mots pour sortir du ghetto. On a forcément une responsabilité dans les messages qu'on fait passer. Mais le rap, mêlé d'inspiration islamique, n'intéresse pas votre maison de disques qui vous lâche. Passage à vide, retour du succès en 2008 avec À l'ombre du show business. Depuis, vous avez sorti 2 livres, écrit et joué une pièce de théâtre et défendu le port du voile. Je fais ce que je veux, quoi. En septembre dernier sort votre nouvel album, Mohamed Alix, avec lequel vous vous produisez demain soir à l'Olympia. Dans le titre Racaille, vous accusez les politiques de... Faites monter le sentiment anti-policier, usez de la police comme d'une armée privatisée. Des textes qui font écho à la campagne présidentielle, mais surtout aux différentes affaires de violence policière. Vous qui souhaitiez devenir avocat ou journaliste avez lancé votre propre média. Sur banlieusard.fr, un site provisoire, on peut lire votre tribune parue sur le site du journal Le Monde, dans laquelle vous appelez à participer à une marche le 19 mars organisée par les familles de victimes de violences policières. Kerry James, souhaitez-vous vous engager en politique? Ah bon? Vous voulez vous engager en politique, Kerry Non, James? pas du tout, Non. pas du tout. Contre la politique ou pour une autre politique? Non, mais j'estime que ma musique est politique, mais dans le sens le plus noble. Et que la politique politicienne qui consiste à aller chercher des électeurs uniquement, ça m'a jamais intéressé, ça ne m'intéressera jamais. Je pense que le jeu politique aujourd'hui est organisé de sorte qu'il est difficile de rester soi-même, de rester intègre. Voilà. D'où cette chanson, Racaille, où vous renvoyez d'une certaine manière le miroir déformant aux politiques politiciens, c'est ça? Ouais, c'était l'idée? Particulièrement, c'est une réponse à Nicolas Sarkozy avant tout, qui nous avait insulté de... Parlons du Karcher. De Racaille. On va vous débarrasser de la racaille avec Voilà, et donc, je pose la question dans cette chanson, qui sont les véritables racailles. Néanmoins, est-ce que ça n'alimente pas aussi cette espèce de dimension très, très désenchantée du tous pourri?
Il y a un risque. Ouais, qu'est-ce qui l'alimente? Est-ce que c'est la chanson qui est un constat d'une réalité, ou c'est le comportement de notre classe politique qui trempe dans des affaires voilà, qu'on ne peut même plus, que ça ne sert plus à rien de nommer, ou qu'on ne peut pas énumérer exhaustivement. Tout à l'heure, on vous avait vu avec un pull magnifique pour rapper quand vous étiez jeune. Ouais. C'est ça qu'un Claude Askolovitch. Mais il vaut mieux avoir un pull pour rapper qu'avoir un costume un peu trop chic pour aller à la présidentielle. Non, l'essentiel c'est d'être intègre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Est-ce que vous avez de l'influence? Est-ce que vous pensez qu'en témoignant comme vous le faites, vous allez faire bouger le système politique, ou est-ce que vous allez faire bouger des gens qui vous écoutent? Est-ce que vous avez un public que vous pouvez conscientiser? Alors, oui, je pense avoir de l'influence. Je suis très radical avec les politiques, mais ça ne veut pas dire que je refuse de m'asseoir avec eux pour faire part de mon analyse, pour faire part de mon expérience. Et je peux vous dire que parfois c'est arrivé et que parfois ça a fait bouger des lignes. Après, c'est sûr que j'ai un public qui m'écoute. Et comme beaucoup d'autres rappeurs, comme beaucoup d'autres artistes, et qui peuvent être influencés par mes textes. Oui. Ça, alors, un public auquel vous vous adressez par des canaux qui sont soit des canaux extrêmement institutionnels, comme le quotidien Le Monde, soit d'autres canaux, par exemple le théâtre, avec cette pièce de théâtre. Et mais alors, vous n'êtes pas le seul rappeur. Joey Starr est aussi à l'atelier en ce moment avec Éloquence de l'Assemblée. Ça a commencé là? Ça a commencé, il est tous les lundis, tous les mardis. Et vous, c'est À Vif, une pièce de théâtre dans laquelle vous êtes deux. Vous allez être en tournée dans toute la France. On va voir un extrait et après vous allez nous expliquer pourquoi vous avez eu besoin de l'écrire, de la monter, de l'interpréter et pour qui est cette pièce. D'accord. Lorsque deux banlieusards, plongés dans le trafic de drogue, entrent en guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin? Est-ce l'État qui lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente? La pièce À Vif. Quelle est la problématique de la pièce? L'État est-il responsable de ce qui se passe en banlieue? C'est ça, ce sont deux élèves avocats qui arrivent au concours d'éloquence de la petite conférence en finale. Et la question qui leur est posée, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Et moi... là, la réponse est non. Je réponds non. Mais, mon adversaire, le comédien Yannick Landrin, répond oui et fustige l'État. Et il y a une dialectique. Et c'est une joute verbale. C'est une joute verbale. Ouais. Alors, vous parliez de votre engagement auprès des politiques, des limites de cet engagement, mais du fait qu'aussi vous vous asseyez avec certains politiques. Nadia, on revient sur... Votre soutien, là, c'était debout pour le coup à Ségolène Royal. C'était en 2007 lors de sa candidature à la présidentielle. Vous étiez donc debout à ses côtés sur la scène du stade Charletti. Et je me souviens que vous aviez déclaré: si je suis là aujourd'hui, c'est parce que comme vous, aux provocations, je préfère le respect. Vous êtes présenté comme représentant de la Deuxième France. Et en tout cas, c'est un soutien que vous avez regretté par la suite et que vous n'avez pas réitéré, puisque dans Racaille, vous dites: je ne soutiens aucun parti, je ne marche plus dans vos combines. Qu'est-ce qui vous a dégoûté dans ce soutien, Ségolène Royal ou d'autres? Qu'est-ce qui vous dégoûte? J'étais jeune, j'étais très jeune et très jeune politiquement surtout, et je pensais que nécessairement la gauche était nécessairement notre allié. Et j'ai vite déchanté en voyant certains positionnements de la gauche, notamment sur la question de la déchéance de nationalité, par exemple, ou d'autres choses, ou encore la loi dite de la sécurité publique qui vient d'être votée par le gouvernement. Donc c'est une expérience que je ne... qui a été soutenue aussi par des députés de la gauche. Et donc c'est une expérience que... je ne recommencerai pas. Voilà, je ne soutiendrai personne. Et personne n'est venu vous chercher d'ailleurs, on vous a pas. Si, on vient me chercher régulièrement, mais maintenant tout ce que j'ai à proposer, c'est une analyse. Voilà. Ouais. Vous savez que vous êtes le jumeau cosmique quasiment d'Emmanuel Macron. Vous avez une semaine d'intervalle. Vous êtes né le 28 décembre 77, il est né le 21 décembre 77. Ah oui, ça va pas. Est-ce que cette jeunesse vous rapproche éventuellement de lui, de sa volonté de réformer, de son... Non, en tout cas, je trouve très étonnant qu'à son âge, il soit dans cette position, comme si tout s'organisait autour de lui pour que ça puisse arriver. Je trouve ça très étonnant. Étonnant en bien ou étonnant en... Je trouve ça stupéfiant. Kerry James, vous votez? Vous allez voter?
On fait un débat. C'est très personnel. Oui, pardon, mais c'est une question que je vous pose parce que d'une part, vous êtes très écouté, et puis que d'autre part, on fait un débat sur l'abstention. C'est justement parce que je suis très écouté que je garde ça pour moi. Mais sur l'acte de voter, vous comprenez l'abstention? Vous comprenez je dis dans le morceau Racaille, justement, je dis, on a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Et le vote blanc? J'aime pas trop me faire entuber. Ouais. Et le vote blanc, non? Vous trouvez qu'il faudrait qu'il soit pris en compte, éventuellement? Je pense que tout est à repenser. Bon. Ouais. Une dernière question. Quand les cousins de Zebda allaient à l'élection municipale à Toulouse, avec les motivés, ça vous paraît totalement fou? Ils se trompaient? Non, pas du tout. Alors pourquoi n'y allez-vous pas? Parce que déjà, il y a une différence entre les élections présidentielles et les élections municipales et locales qui sont beaucoup plus ancrées dans le réel où on peut plus avoir un moyen de pression sur ce qui est fait. Voilà. Donc il faut que les gens s'engagent, y compris dans des élections. Voilà, en attendant, il l'a dit, voilà, avec des points de suspension et un sourire. L'Olympia, c'est demain et après-demain. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous. À Vif, votre pièce de théâtre, c'est en tournée dans toute la France. Et vous la reprendrez, je crois, au Théâtre du Rond-Point chez Jean-Michel Harib. C'est ça. À l'automne prochain. Et il y a également Mohamed Alix, en hommage à Mohamed Ali, bien sûr. Merci d'être venu chez nous, Kerry James, mais je vous en prie. Et on passe au débat précisément sur l'abstention électorale. 4 millions d'électeurs concernés, volatilisés, du jamais vu sous la Ve République. 30% des électeurs ne seraient pas sûrs d'aller voter d'ici quelques semaines. Un pourcentage jamais vu. Alors pourquoi, la France étant un pays qui respire, qui palpite au rythme de la politique, est-ce une inadéquation des candidats, une colère non prise en compte, un sentiment d'inutilité du vote? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une grande question, et elle comptera ce soir, celle de l'abstention. L'abstention, la grande inconnue des soirées électorales, pourrait battre tous les records le 23 avril, le 7 mai prochain. Car si depuis 40 ans, l'abstention se situe autour de 20% lors de la présidentielle, cette fois, selon des sondages, 30% des électeurs pourraient ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Des Français désabusés, déçus, qualifiés de prafistes. Comprenez qu'ils n'en ont plus rien à faire ou à foutre de la politique, un terme inventé par le politologue Brice Teinturier. S'ils se détournent comme cela, c'est qu'à une époque, ils étaient intéressés par la politique. Ils y ont cru. Ce sont des gens exigeants et qui ne retrouvent plus sur la scène politique et dans la façon de fonctionner de la société française ce qu'ils en attendent. L'abstention devient une forme de rejet du système, une marque de défiance envers les politiques. Plutôt que de voter blanc, un collectif veut même faire reconnaître le refus de voter. Lors de la présidentielle, ils ouvriront des bureaux d'abstention. Tout simplement permettre aux personnes de venir accomplir un acte citoyen en s'abstenant, donc en déposant dans une urne un bulletin d'abstention. À l'inverse, dans des quartiers populaires de Strasbourg, où 80% des habitants n'ont pas voté aux dernières régionales, des jeunes bataillent contre l'abstention. Et qu'on arrête de dire que dans les quartiers, on ne sait pas s'engager. Alors que les sondages prédisent la qualification du Front National au second tour de la présidentielle, les abstentionnistes vont-ils peser sur l'issue du scrutin? L'abstention est-elle un acte de sabotage de la démocratie ou un acte protestataire pour renverser le système? Bonsoir tous les trois. Antoine Bueno, bonsoir. Vous êtes essayiste, auteur du manifeste No Vote que voici, qui a été publié en février aux éditions Autrement, préfacé par Michel Onfray, qui évoque déjà une fierté abstentionniste. Vous êtes chargé de mission au Sénat pour le groupe UDI-UC. C'est quoi UC ? Union centriste. Bien sûr, Union centriste, évidemment. Ouais, je la tête. Selon vous, le vote ne sert à rien aujourd'hui, si ce n'est s'acheter une bonne conscience citoyenne. Au contraire, l'abstention peut être réformatrice. Au contraire du vote, donc c'est votre profession de foi. Alexandre Jardin, bonsoir. Vous êtes écrivain et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Avez-vous tous vos parrainages ? On en avait 467. Vous aviez beaucoup de promesses. Oui. Et le système se verrouille et l'intimidation. Et pied à pied, la réserve parlementaire, et je vous donne 5 000 par là. Et... Nous partîmes 467. C'est ça, et nous arrivâmes une trentaine. Donc, mais en même temps, ça provoque. Vous avez jusqu'à vendredi. Ça provoque l'inverse, c'est-à-dire que les présidents des assos départementales de maires ruraux, tout à coup, ils voient rouge. Oui. Donc en ce moment,
Les deux forces. D'accord. Les deux forces s'affrontent. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Bleu, Blanc, Zèbre. Votre livre « Révoltons-nous, un essai 1+1+1 » était paru en février aux éditions Robert Laffont. Et quant à votre actualité littéraire, je précise que tous les derniers détails et les derniers détails de cette actualité sont du pays pour sur le site de l'émission. Voilà l'intérêt général. Et vous considérez que l'abstention, c'est encore voter contre. Il faut redonner du pouvoir aux citoyens, privilégier les initiatives locales pour construire les possibilités de voter pour. Et enfin, Anne Muxel, bonsoir madame. Vous êtes politologue au Centre de recherche politique de Sciences Po. L'abstention, selon vous, est aussi une voie d'expression aujourd'hui. C'est une abstention de nature politique qui émane de citoyens qui peuvent se sentir concernés par la politique mais ne se pas reconnaître dans l'offre politique proposée. Nadia, vous avez pas mal de questions de nos spectateurs. J'ai choisi, je crois, une question d'abstentionniste que voici. Quand cessera-t-on de dénigrer les abstentionnistes qui font le choix conscient de ne pas se prêter au jeu des élections? Antoine Bueno, est-ce que vous avez l'impression qu'on stigmatise encore les abstentionnistes, que c'est toujours un tabou de ne pas voter? Ça a été un petit peu le point de départ de mon livre, de mon manifeste pour l'abstention. Je constate que, comme tout le monde, qu'il y a un rejet du système représentatif aujourd'hui. Et quand les gens sont appelés aux urnes pour manifester leur mécontentement, pour protester, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses. Malheureusement, de plus en plus, ils votent Front National et, par ailleurs, ils s'abstiennent. Ouais. Or, ces deux actes, ces deux gestes n'ont plus du tout la même signification, la même image dans l'opinion publique, étant donné que le vote Front National est de plus en plus décomplexé, alors que l'abstention, elle demeure encore honteuse. Et je trouve ça absolument incroyable. On marche sur la tête, c'est-à-dire que le FN peut faire campagne librement, il n'y a pas de souci, alors que dire qu'on est abstentionniste, ça reste toujours un tabou et un problème. Donc moi, je voulais créer l'inverse. C'est-à-dire une fierté abstentionniste et puis montrer que ça pouvait être une force politique. Alors, on va explorer comment, et puis les limites peut-être de ça. Mais Claude, d'abord, de qui on parle? Plutôt de combien de gens parle-t-on? C'est notre chiffre de jour, les troupes de la fierté d'Antoine Bueno. 4,4 millions de citoyens que le sondeur Brice Tinturet, dont on a parlé, qualifie de désengagés profonds. En gros, c'est 10% du corps électoral, de la population électorale, qui ne veulent pas entendre parler de ces élections, qui n'iront pas voter, qui parfois ne sont même pas inscrits. Question pour vous, Anne Muxel. Est-ce que pour 10% de la population française, la politique ou les politiciens, ce qui n'est pas la même chose, est devenue une chose sale, méprisable, dont on ne veut plus entendre parler? Pour beaucoup plus d'électeurs que cela. Aujourd'hui, on a dans nos enquêtes, ce sont 6 Français sur 10 qui aujourd'hui ne font confiance ni à la droite ni à la gauche pour gouverner. La défiance politique est beaucoup plus importante que celle-là. Est-ce que vous direz, pardonnez-moi, défiance ou dégoût? Je dirais défiance. Effectivement, il y a une part de dégoût et ce ne sont pas les affaires récentes et les tournures de cette campagne qui vont dans un sens contraire, mais défiance en tout cas. Et en même temps que l'on a cette défiance, on a aussi une politisation assez importante. On a 80% de Français qui sont intéressés, qui se disent intéressés par cette élection présidentielle. Donc il y a là un hiatus, une sorte de paradoxe qui débouche sur l'expression d'une citoyenneté plus critique. Et dans cette citoyenneté plus critique, l'abstention a sa place. L'abstention est aussi une voie d'expression d'un message politique en tant que tel. Alexandre Jardin, vous l'entendez ça? Non seulement on l'entend, mais c'est pour ça qu'on a monté les maisons des citoyens. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on reprenne l'habitude de voter pour et non pas contre ou de s'abstenir. Et c'est vrai que quand on a proposé des choses très simples début septembre, on s'est retrouvé très rapidement avec 2,5 millions de gens qui fréquentent nos réseaux chaque semaine. C'est beaucoup. Énormément de gens qui acceptaient de venir défendre des principes simples. D'abord, ils veulent compter. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent une partie de démocratie citoyenne. Ils ne veulent pas un chèque en blanc pour qui que ce soit pour les 5 ans. Ils veulent exister pendant les 5 ans. Et puis défendre un changement complet de système, c'est-à-dire de repartir par les territoires, et puis construire des politiques nationales à partir d'expériences réussies localement, d'extension nationale, c'était au fond de retour à un bon sens élémentaire. Ouais. Et je voyais Antoine Bueno qui opinait. Moi, je retiens les mots qui ont été prononcés, c'est défiance, dégoût, c'est péjoratif, alors qu'en réalité, c'est une excellente nouvelle. Alors évidemment, c'est une très très mauvaise nouvelle pour la classe politique, pour tout un système qui a partie liée, toutes les parties entre elles, bon, ça, on sait comment ça fonctionne, mais pour le peuple, pour la France, en fait, pour le pays, c'est une excellente nouvelle. Ça prouve qu'il y a une santé, qu'il y a une aspiration, une volonté à haute politique. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de ça,
de l'abstention? C'est très simple. C'est qu'on a un régime donné qui est un régime d'oligarchie élective. D'oligarchie tout simplement parce qu'il y a un petit nombre de gens qui tiennent les rênes du pouvoir. Qu'est-ce qui peut en sortir? Des réformes institutionnelles pour arriver pas à pas ou d'un coup, je ne sais pas, à quelque chose qui ressemble un peu plus à la démocratie. Parce que notre système n'est pas la démocratie. Ça, il faut bien que les gens sachent. Il faut sortir de la Ve République et d'élection du président de la République suffrage universel, élection magique et qui est la seule qui compte? Alors, il y a deux possibilités, en tout cas moi c'est ce que je propose. Il y a effectivement avoir une autre république, c'est-à-dire conserver le vote mais avec des réformes extrêmement substantielles. Moi je remarque deux choses. Je remarque qu'il y a 9 élus sur 10 qui sont des élus d'assemblée qui n'ont aucun pouvoir. Et donc si on veut changer les choses, il faut essayer pourquoi pas le régime d'assemblée. Alors là c'est un régime où il y a des élus mais les assemblées... Vous nous expliquez quand même 2 secondes ce que c'est que le régime d'assemblée? On peut le dire de manière très simple. Dites-le. Eh ben voilà, un régime d'assemblée... C'est pour ça. Ok, vous avez aujourd'hui des ministères qui sont dirigés par des ministres. Et c'est le gouvernement qui fait tout. Eh bien imaginez que ces ministères-là soient dirigés par des commissions, les commissions qui existent déjà au sein de l'Assemblée nationale. Donc là, vous avez une Assemblée nationale avec des commissions qui véritablement peut impulser les politiques publiques et pas être de simples chambres d'enregistrement comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis vous avez un élu sur 10 qui sont les élus des exécutifs qui pourraient eux agir mais n'y ont absolument aucun intérêt parce qu'ils sont dans un système clientéliste et carriériste et pour eux, il faudrait instituer le mandat unique. Alors là, on reste dans la République. Mais si on passe au tirage au sort avec les mêmes réformes, on sort de la République. Donc ce que vous dites, et je viens vers vous Alexandre Jardin, pour rendre le pouvoir aux parlementaires, il faut des hommes nouveaux. Est-ce qu'il faut sortir les sortants, comme disait le dégagisme en 56? Est-ce que c'est le dégagisme de Mélenchon? Qu'est-ce que vous avez, vous, parce que vous êtes sympathique et sur notre plateau, que n'ont pas les politiques professionnelles qui nous gouvernent aujourd'hui? On propose véritablement un changement de système même. Je suis désolé, je recommence. Je vais être extrêmement précis. Non, c'est de la langue de bois. Non. Si vous faites déjà des langues de bois, alors vous venez de commencer, on je vais sort vous pas. expliquer. Par exemple, j'ai une question sur la question du terrorisme qui nous préoccupe tous depuis au moins 2012. En quoi êtes-vous différent de François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon? Alors, sur la question du terrorisme, je ne vous dis pas que c'est précisément sur ce point qu'on peut faire une différence. Parfait. Sur la question de l'euro. Parfait. Sur la question de l'euro. Non. Et voilà, on ne peut pas faire une interview politique. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a globalement un système centralisé. C'est-à-dire qu'en revanche, si vous pensez que vous pouvez régler les questions de logement, les questions d'éducation, les politiques d'emploi depuis Paris, vous êtes à moitié fou. Ça ne marche plus. Tout le monde le sait en France. Je veux dire, il n'y a pas un Français qui pense que la prochaine réforme de l'éducation nationale va régler la question de l'échec scolaire. Il n'y a pas un Français qui pense qu'on peut mener la même politique du logement pour l'Alsace du Sud ou pour le 7e arrondissement de Paris. Donc, on a un problème global de système. Le système centralisé ne marche plus. Mais tout le monde le sait en France. Et là où est l'hypocrisie incroyable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des rapports très forts avec les élus locaux, c'est que tout simplement, quand vous êtes dans leur bureau, ils sont tous d'accord avec nous. Et au moment où ils sortent et où il y a un journaliste, tout à coup, ils reviennent dans leur famille politique jacobine, centralisatrice, et il y a une hypocrisie incroyable. Mais tous les présidents de région sont absolument d'accord pour repartir depuis les territoires. Tous les patrons d'agglo, tous les maires ruraux. Donc, c'est ce changement-là. Est-ce qu'on reste dans le cauchemar? Parce que ça ne marche plus. Et ça, il n'y a que les citoyens. Alors, soit ils protestent par du vote blanc. Nous, on s'est dit... L'abstention, c'est pas le vote blanc. C'est pas pareil. Justement, on va en parler du vote blanc. Soit on crée ce qu'on a fait, c'est-à-dire un mouvement politique massif, avec énormément de gens. D'accord. On essaye d'enfoncer un système verrouillé. Si on y parvient, tant mieux, on pèsera. Et si on crée une dynamique et qu'on a quelques pourcents, tous les partis seront obligés de venir négocier avec nous. Pour les territoires, pour une démocratie citoyenne et pour les faiseux. Alors, les faiseux avec un Z. Alors, justement, vous avez fait un lapsus. Oui. Vous confondez quand même pas abstention et vote blanc, Alexandre Jardin. On va parler. Parce que je suis passionné par ce qu'on fait. Mais j'ai bien vu. Mais alors, Nadia. Alors, le vote blanc. Le vote blanc parce que c'est peut-être une alternative, on ne sait pas. Le vote blanc et la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, c'est de plus en plus plébiscité. C'est loin d'être marginal comme sujet, puisque pour la prochaine élection présidentielle, donc, un sondage encore révèle qu'un quart des Français voteraient blanc si ce type de vote était pris en compte. Il faut rappeler que depuis une loi de 2014, de février 2014, le vote blanc est distingué désormais du vote nul, comptabilisé dans les enquêtes et dans les sondages, mais pas reconnu comme suffrage exprimé, alors que des voix réclament de plus en plus fermement
la reconnaissance du vote blanc en tant que geste politique et opinion citoyenne. Il y a par exemple les citoyens du vote blanc, qui est un mouvement qui a quelques années maintenant, qui milite pour cette reconnaissance et qui présente des candidats au vote blanc dans chaque élection. Le dernier, pour cette présidentielle, s'appelle Stéphane Guyot. C'est un fleuriste parisien de 42 ans, je crois, et qui est tout de même peut-être sympathique et qui est tout de même crédité de 10% des intentions de vote d'après l'IFOP. Il y a une pétition qui est adressée aux candidats également qui circule, qui a recueilli 200 000 signatures. Et on peut rappeler que Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan s'accordent tous les trois sur cette reconnaissance. Et quand même, pour comprendre à quel point c'est pas anodin, il faut savoir que si les votes blancs avaient été pris en compte en 2012, eh ben François Hollande n'aurait pas été élu président de la République. Il a recueilli la majorité des suffrages exprimés, mais ça ne représentait que 48,6% des bulletins sortis des urnes. Or, la Constitution précise clairement qu'un président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Anne Muxel, reconnaître le vote blanc, est-ce que ce n'est pas plus réformateur que l'abstention? Il n'y a pas quelque chose de positif qui peut découler de ça? C'est une question très compliquée. Je crois qu'il faut bien faire attention à la façon dont on considère ces formes de non-vote aujourd'hui, d'autres réponses politiques que le seul vote, c'est-à-dire l'abstention, le fait de voter blanc. Ce sont des messages politiques qui sont envoyés et qui montrent qu'il y a un profond désaccord vis-à-vis de l'offre électorale proposée, mais aussi une envie de changer les choses, de changer ce système politique. Mais ils ont l'impression de ne pas être entendus, parce qu'on ne reconnaît pas leur vote. Il faut faire très attention. L'abstention systématique, qui concerne par exemple des électeurs qui vont se refuser de voter à toutes les élections, c'est une minorité. Car ce qu'ils dominent aujourd'hui, c'est un profond changement du modèle, du comportement électoral lui-même. Aujourd'hui, l'électeur, il est d'abord intermittent. C'est-à-dire que selon les élections, selon les scrutins, selon ce qu'il a à dire, selon l'élection, selon l'offre électorale qui est proposée, il va aller voter ou ne pas voter. Même chose pour le vote blanc. Selon tel ou tel type d'élection, il va aussi pouvoir, c'est un outil de plus à la disposition du citoyen pour exprimer une opinion. Mais si cela se généralisait, aussi bien l'abstention, si elle se systématisait, si le vote blanc effectivement se généralisait dans une période de crise et de défiance à l'égard du système politique, il y a un risque qu'effectivement les citoyens se saisissent de cela, eh bien on serait dans une crise profonde. Et alors précisément... qui peut être dangereuse et conduire au pire. À propos de risque, Antoine Bueno, il vous est souvent ou parfois dit prôner, mais vous savez bien de quoi on va parler, prôner l'abstention dans le cadre de cette élection présidentielle avec Marine Le Pen au second tour. Voilà, c'est le risque du responsable? Que répondez-vous? Alors, moi, je réponds que oui, c'est responsable, parce que la stratégie actuelle, celle qu'on a aujourd'hui, n'est pas responsable. Laquelle, la vôtre ou... Non, celle qui est prônée par le système politique, par l'offre électorale, à savoir celle du vote utile, du vote républicain. C'est une stratégie de barrage à court terme qui, pour l'instant, a réussi. Moi, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, c'est un barrage contre le Pacifique, c'est-à-dire que les digues vont céder. Pourquoi? Parce que les partis dits républicains nous disent au moins, au minimum, voter contre le FN, ce qui les exonère de proposer quelque chose qui soit véritablement réformateur et ce qui structurellement alimente le FN. Alors moi je propose une stratégie alternative qui est une stratégie de long terme, c'est de s'adresser directement, mais comme le fait Alexandre Jardin d'ailleurs, aux électeurs du FN. Moi c'est pour les persuader de ne pas voter Front National, en les persuadant, en leur démontrant par A plus B que l'acte électoral contestataire, protestataire par excellence, c'est certainement pas de voter FN, mais c'est de s'abstenir et de demander des réformes institutionnelles pour que le système devienne réformateur et tarir la source du FN. Benoît, pardonnez-moi. Et vous savez bien que... Les gens qui votent FN peuvent croire dans ce que dit le FN. Oui, absolument. C'est une adhésion, c'est un vote. Donc vous les prenez, vous qui prenez l'abstention, pratiquement d'aussi haut que les partis politiques traditionnels. Alors absolument pas. Marine Le Pen. Absolument pas. C'est-à-dire que nous avons tous les deux raison, en général. Les gens qui votent FN votent pour des raisons extrêmement différentes. Très bien. Donc ils votent pour des raisons extrêmement différentes. Il y en a qui adhèrent, il y a un noyau dur qui adhère à fond à ces idées. Et puis il y en a d'autres qui sont venus là pour dire merde, pour dire les choses clairement, qui y sont arrivés, qui peuvent en repartir. Il ne faut pas les sanctuariser, il ne faut pas les traiter comme des pestiférés. Et donc moi, je passe de longues pages dans mon livre à essayer de démonter le programme du FN. C'est le seul programme que je démonte d'ailleurs dans mon livre. Très bien. Alors, on parle de l'abstention, des manifestations, des préconisations comme celle de François de Rugy pour lutter contre l'abstention sont parfaitement radicales. Exemple, le vote obligatoire. Portrait acerbe de l'écologiste François de Rugy par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires.
Tandis que l'abstention prévue aux prochaines présidentielles est dramatiquement élevée, un ex-postulant à cette élection veut rendre le vote obligatoire. Alors, faut-il s'abstenir de François de Rugy? François de Rugy est député de Loire-Atlantique depuis 10 ans, vice-président de l'Assemblée nationale et chef du parti écologiste fondé par lui-même. Anonyme jusqu'à sa candidature aux primaires de gauche, l'apprenti stentor réclame une amende de 55 € pour les abstentionnistes. Attends, si je suis de gauche et chômeur et que j'ai le choix entre Fillon et Le Pen, je fais quoi? Eh ben, tu payes l'amende et puis tu manges pas pendant une semaine. Voilà, c'est ça le civisme. Déjà en 2015, alors qu'au président du groupe écolo à l'Assemblée, il avait déposé un projet de loi pour que l'électeur politiquement désappointé ne puisse esquiver le deuxième désappointement d'un vote obligatoire. Idée déjà suggérée 16 fois au Parlement en 16 ans sans trouver de majorité. François veut obliger, ne pas donner le choix. Comme quand petit, avec papa prof d'histoire et maman prof d'allemand, il devait tout savoir des Capétiens et du gérondif. François traduit. François, de qui Pépin le Bref était-il le fils? Souvent, les enfants martyrs reproduisent ce qu'ils ont subi. Mais si 30 pays ont choisi le vote obligatoire, le suffrage universel français de 1848 est un droit, pas un devoir. François, le petit breton, avait le droit de se rêver capitaine de navire, puis président de la République. Aujourd'hui, il fait des ronds dans l'eau en Zodiac, au large de Brest, et offre ses 3,82% à la primaire citoyenne au candidat Macron. Et il a le devoir de s'en contenter. Merci Thibault Nolte. Claude. Anne Muxel, est-ce qu'un système politique qui est déjà contesté par énormément de gens peut en plus devenir coercitif, c'est-à-dire forcer des gens qui ne croient pas en lui à voter? Le vote obligatoire, ça pourrait être une solution, c'est vrai, en tout cas pour réduire l'abstention de façon drastique, c'est évident. Mais en même temps, ça ne correspond pas à la culture politique de notre pays, à nos traditions, à la conception d'un citoyen responsable. Et donc, de toutes les façons, si on veut être coercitif, il faut aussi mettre en place un système de sanctions, d'amendes. Et je crois que dans un moment où justement il y a déjà une telle crise de la représentation politique, défiance à l'égard des politiques, je crois que les Français ne sont pas prêts en plus à accepter des sanctions s'ils ne vont pas voter. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on ramènera effectivement de la confiance, et y compris de la confiance dans l'outil du vote, qui reste, je le rappelle, à la fois la forme d'action politique la plus utilisée par les Français, puisqu'au final, quand même, entre 70 et 80% des gens vont finalement faire l'usage de leur vote. Et deuxièmement, quand on leur pose la question, ils considèrent, une large majorité d'entre eux, 7 Français sur 10, considèrent que ça reste l'outil politique le plus efficace pour peser sur les décisions politiques du pays. Antoine Bueno. Alors moi, le vote obligatoire à la François de Rugy, ça me hérisse le poil. C'est vraiment le petit tyran démocrate, parce que c'est formidable son système. C'est-à-dire qu'on paye une amende à partir du moment où on ne va pas voter. Ça s'appelle comment ça s'appelle un suffrage censitaire inversé. Ah. C'était d'ailleurs, votre docu, là, était vraiment très très bien fait. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai pas un sou, là, effectivement, avec un flingue sur la tempe, je vais devoir aller aux urnes, parce que je ne peux pas me permettre d'être abstentionniste. En revanche, je suis assez aisé, là, voilà, je peux tout à fait le faire. Surtout que dans notre système, c'est totalement absurde. Le droit de vote est un droit, c'est-à-dire que le premier étage de la fusée, c'est pas un devoir, ou de ne pas voter, et ensuite de voter pour qui on veut. Et alors, ce qu'il y a de génial dans cette hypocrisie généralisée, c'est que les politiques, eux, en toute confiance, peuvent ne pas appliquer leur programme, et que M. de Rugy lui-même peut tout à fait s'abstenir. Et j'ai compté le nombre de fois référencés, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas référencés, où lui-même s'est abstenu à l'Assemblée nationale, donc il doit payer une amende colossale. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il fait chèque ou Très bien. Un mot de la fin, Alexandre Jardin. Quant à ce dossier de l'abstention. Moi, j'aime la joie. C'est-à-dire que la joie, c'est le désir. Pendant qu'on est en train de parler, là, il y a des centaines de maisons des citoyens qui sont pendues au téléphone pour convaincre les maires. Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on Mais vous ramenez tout les à punit? Non, c'est pas moi. Je vous dis que ce sont des centaines de milliers de gens. Très bien. Qui bougent, qui sont acteurs, qui sont une force positive dans un pays déprimé. C'est ça qui bouge. C'est le désir. À un moment. C'est ça la beauté de l'engagement. Merci pour ce cri du cœur de machine désirante, comme disait notre ami Deleuze. Merci à vous trois. Dans un instant, les costumes du bourgeois gentilhomme et la doublure. Une exposition post-fiction avec messieurs Mauduit et de Quiver. Mais d'abord des intox ce soir. Denis Baupin, député écologiste, s'est félicité à tort du classement sans suite de l'enquête le visant pour harcèlement sexuel. L'enquête pour harcèlement et agression sexuelle visant Denis Baupin a été classée sans suite.
Il n'en fallait pas plus pour que le député écologiste se félicite de la décision du parquet. Une étape de franchie vers le rétablissement de la vérité, se réjouit-il en retweetant un communiqué de son avocat qui écrit « Monsieur Denis Baupin est satisfait que son innocence soit prouvée ». Denis Baupin blanchi, ce n'est pas du tout ce qu'a expliqué le parquet de Paris dans son communiqué. Il apparaît que les faits dénoncés au terme de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages sont pour certaines d'entre eux susceptibles d'être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits. Cette procédure fait donc l'objet ce jour d'un classement sans suite pour prescription. Rien dans ce communiqué du parquet n'innocente donc Denis Baupin. C'est la prescription des faits qui justifie ce classement sans suite. C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné dans un communiqué les 4 élus écologistes qui avaient porté plainte pour harcèlement et agression sexuelle. Mais Denis Baupin ne s'est pas arrêté là. Dans une interview au JDD, le député de Paris a annoncé qu'il allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre ces 4 accusatrices et une plainte pour diffamation contre Europe Écologie Les Verts qui a pris le parti des plaignantes. Et cette fois, bien sûr, les faits ne seront pas prescrits. Merci Désintox. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je précise tout de suite pour nos amis qui sont angoissés, Victor, nous aimons infiniment Victor, mais Victor vous êtes là pendant 2 jours pour remplacer notre ami François Saltiel qui est alité à la suite d'un petit bobo. Il va bien, il revient mercredi. Bienvenue Victor. Donc, et je commence quand même avec Xavier Mauduit. Voilà, il s'agissait de calmer un peu tout le monde. Cher Xavier, le feuilleton Fillon, ça lasse? Oh, non pas tant que ça. Si. Ça lasse un peu quand même. Le JDD donc a révélé que le candidat des Républicains se serait fait offrir en 5 ans pour 48 000 € de costume. Ok, d'accord. Il évoque une chasse à l'homme. Et vous, ce dandysme un peu bourgeois, ça vous a fait penser à qui? À un zigoto drôlement fagoté? Ah bah c'est ça. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, oui. Direction le XVIIe siècle. Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme. Nous allons le 14 octobre 1670 au château de Chambord, quand Molière fait jouer devant le roi Louis XIV sa toute dernière pièce, donc le bourgeois gentilhomme. Alors bon, les courtisans sont morts de rire devant ce bourgeois naïf, Monsieur Jourdain, qui essaie de danser comme eux, de parler comme eux, et surtout qui veut se vêtir comme les nobles. Alors bon, ce brave Monsieur Jourdain le dit nettement, je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. En réalité, le maître tailleur se moque bien de lui et lui refourgue avec des prix pas possibles, des costumes complètement olé olé. Mais dans cette pièce, Molière... Mama Bouchi. Ah bah oui, c'est de Mama Bouchi. La danse des Turcs. Et Molière, lui, pointe du doigt. Bon, alors déjà, les délires vestimentaires du XVIIe siècle, mais surtout un phénomène social bien plus profond qu'une simple mode, c'est l'affirmation de la bourgeoisie. Au XVIIe siècle, les bourgeois s'enrichissent, mais ils n'ont toujours pas accès au pouvoir. Ça, c'est réservé aux nobles. Alors, pour imiter les puissants, ils achètent des costumes très coûteux, et puis, s'ils le peuvent, ils font l'acquisition d'un petit manoir en province. Voilà, histoire d'avoir l'air d'un petit châtelain. Non, mais moi non plus, je ne dis rien. Alors, sachez cependant que parfois, certains bourgeois réussissent à devenir nobles. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en achetant une charge ou bien une terre qui anoblit, les voilà avec un Qu'est-ce titre que de Giscard noblesse. d'Estaing vient faire dans cette Un petit peu aussi, mais c'est vrai, il y en a beaucoup quand même dans notre monde politique. Eh bien, vous savez comment on appelle cette pratique, le fait d'acheter une charge ou une terre? Ça s'appelle la savonnette à vilain. Vous voyez, c'est très imagé. La savonnette à vilain, comme quoi l'argent, ça mène à tout. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est vieux. C'est dépassé, ça n'existe plus. Alors, pour terminer, faisons-nous plaisir avec Molière, Monsieur Jourdain et son maître tailleur. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever à l'habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez. Formidable Molière, à relire Le bourgeois gentilhomme, c'est un délice. Oui. Alors, cher Victor, vous remplacez François et vous nous parlez d'une exposition qui s'appelle La Doublure. Quel à propos, mon gars. Alors, une exposition qui se déroule jusqu'au 30 avril à la Villa Arson, excellente Villa Arson à Nice, et qui présente des archives et des documents d'un monde qui témoignent d'un monde qui n'a pas existé. Absolument. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette exposition? On trouve par exemple des disques bien réels de groupes de musique qui n'ont jamais existé. On trouve des romans imaginés dans d'autres romans. On trouve même une affiche d'un festival de cinéma, le Festival de Cannes de 1939, qui n'a eu lieu qu'en 2002. On voit aussi un sweatshirt à l'effigie d'un candidat à l'élection américaine qui n'est ni Trump ni Clinton. Bref, tout ce qu'on voit dans cette exposition est faux. Faux. Alors évidemment, l'art, depuis longtemps, a réussi à inventer des histoires pour nous divertir ou pour nous faire réfléchir. Là, il semble que ça va un petit
petit peu plus loin, puisqu'on arrive dans le degré de la post-fiction. Qu'est-ce que c'est la post-fiction? C'est des artistes qui prennent des objets déjà imaginés par avant et qui les mettent en scène comme si eh bien, ils avaient déjà existé. Alors l'effet est assez saisissant parce qu'on se promène dans cette exposition et on voit ce monde qui aurait pu être, mais qui n'a pas été. Et on voit aussi comment, plus on avance, et moins on distingue le vrai du faux. C'est-à-dire que quand on voit ces objets qui auraient pu être, eh bien, on a des souvenirs aussi qui se créent avec ça. Alors évidemment, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la post-vérité qu'on a eue notamment lors de l'élection de Trump ou lors de la campagne du Brexit, cette faculté qu'auraient certains politiciens d'inventer, voire de déformer les faits. Et c'est en croisant l'actualité à cette exposition que ça devient tout à fait passionnant, puisque ça pose les questions de à partir de quand un mensonge qu'on se répète devient réel, plus vrai que la réalité. Enfin, voilà. Existe-t-il une ou plusieurs réalités parallèles? Et est-ce que les bulles virtuelles dans lesquelles nous vivons eh bien, peuvent-elles vraiment nous confronter à d'autres fictions du monde que la nôtre? Voilà les questions que l'exposition pose, à chacun d'y répondre. Merci, cher Victor. Claude? Et le philosophe Botul a disserté de Kant. Merci, mes amis. Philosophe inventé par oui. Merci de votre fidélité à 28 minutes à suivre sur Arte Chérie. Un film de guerre de Costa Gavras dans le cadre du festival Printemps du Polar. Polar, guerre, bon voilà, tout ça communique. Charles Vanel, Michel Piccoli, Gérard Blin dans Un homme de trop. À demain à 20h05, on se quitte en musique avec un vieux hit des Idéal Junior. Idéal J, oui, c'était Kerry James, notre premier invité, et ça s'appelle Éviter. Éviter de ricaner au nez des déshérités. Le trafic d'influence va toujours vous profiter. L'inégalité, une trop fréquente fatalité. Faudrait y remédier. Un bon changement de mentalité dans l'intimité.